Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux opérations de symétrie des structures cristallines en utilisant la notation de Seitz. Pour un cristal, toutes les opérations de symétrie se décomposent en deux parties. Une partie symétrie ponctuelle, rotation ou roto-inversion, et une partie translation, elle-même caractérisée par une partie intrinsèque et une partie extrinsèque. Commençons par décrire la notation de Seitz. Dans cette notation, l'opération de symétrie est décomposée en deux éléments, une partie symétrie ponctuelle R et une partie translation T. Les deux éléments sont notés entre accolades et séparés par une ligne verticale. Considérons par exemple l'opération de symétrie qui nous fait passer de la position x, y, z à la position 1,5 plus x, y, 1,5 moins z. Dans la notation de Seitz, la translation T, à droite du symbole, correspond à la partie translatoire de l'opération de symétrie. Elle est obtenue en faisant la différence entre les positions d'arrivée et de départ après avoir supprimé tout ce qui est relatif aux coordonnées x, y et z. Ici, en supprimant x, y, z, on obtient 1,5, 0, 1,5 pour la position d'arrivée et 0, 0, 0 pour la position de départ. En faisant la différence entre les deux, on calcule une translation de 1,5, 0, 1,5. Cette partie translatoire est en général notée sans ponctuation dans l'opérateur de Seitz. Nous verrons dans un instant que cette translation peut elle-même être scindée en deux, avec une partie intrinsèque qui est une caractéristique de l'opération de symétrie et une partie extrinsèque qui dépend de la position de l'élément de symétrie par rapport à l'origine de la maille. La partie ponctuelle de la notation de Seitz, à gauche du symbole, peut être tout aussi facilement identifiée à partir des positions atomiques, auxquelles on a cette fois-ci enlevé la partie translatoire. Ici, après avoir enlevé 1,5, 0, 1,5 à la position d'arrivée, on obtient les positions x, y, z et x, y, moins z. Comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, l'opération de symétrie ponctuelle qui permet de passer de x, y, z à x, y, moins z est un miroir perpendiculaire à C. On note alors dans la partie gauche de la notation de Seitz M001. La partie symétrie ponctuelle, rotation ou roto-inversion, consiste en des symboles qui précisent d'une part le type et l'ordre de l'opération de symétrie, ici M, et d'autre part l'orientation de l'élément de symétrie correspondant par rapport au système d'axes, ici la droite nodale 001. L'orientation de l'élément de symétrie est indiquée par la direction de l'axe de rotation ou de roto-inversion, ou par la direction de la normale au plan de réflexion. Comme nous avons ici un miroir perpendiculaire à C, nous indiquons la direction de la normale au plan miroir, c'est-à-dire la direction 001. En combinant partie ponctuelle et translation, nous identifions un plan de réflexion avec glissement de type A, perpendiculaire à C et situé à la cote Z égale 1/4. Nous allons voir dans un instant comment nous arrivons à cette identification. Maintenant que nous avons décrit la notation de Seitz, analysons quelques opérations de symétrie du cristal et commençons par les translations de réseau. Considérons le cas d'un réseau de bravais orthorhombique de type I, c'est-à-dire décrit avec une maille centrée de type I, avec les points rouges correspondant au nœud du réseau. Positionnons un atome en 0,0,0, c'est-à-dire sur le nœud origine. Comme tous les nœuds représentent des points équivalents du cristal, nous retrouvons des atomes identiques sur chacun des nœuds du réseau, y compris sur le nœud au centre de la maille. Prenons la translation de réseau B plus C. Cette translation est dite primitive car elle correspond à une combinaison linéaire entière des vecteurs de maille. Comme elle laisse invariant le cristal, c'est une opération de symétrie. En notation de Seitz, la partie ponctuelle est l'identité 1 et la partie translatoire 0, 1, 1 puisque la translation est égale à B plus C. Regardons maintenant la translation de 1,5 de A plus 1,5 de B plus 1,5 de C qui fait passer de l'origine au centre de la maille. Ce n'est pas une translation primitive. Pour autant, c'est bien une opération de symétrie correspondant au centrage I de la maille. En notation de Seitz, la partie ponctuelle est à nouveau l'identité 1 et la partie translatoire 1,5, 1,5, 1,5. En positionnant l'atome non plus à l'origine, mais en position générale x, y, z,
nous avons exactement les mêmes opérations de symétrie de translation, primitives et non primitives, comme nous pouvons le voir en plaçant l'origine des vecteurs de translation sur l'atome en x, y, z. Considérons maintenant une opération de symétrie de type miroir. Prenons pour cela une maille orthorhombique primitive et un atome en position générale x, y, z. Positionnons un plan miroir AC à y égale 0. L'opération de symétrie miroir génère une position équivalente en x moins y, z. C'est plus facile à voir sur une projection selon C. Les coordonnées x et z sont conservées, alors que y est transformé en moins y, car les deux atomes sont à des positions symétriques de part et d'autre du plan miroir. Dans la notation de Seitz, à gauche nous avons la partie ponctuelle de l'opération de symétrie, c'est-à-dire le miroir perpendiculaire à B, soit M, 0, 1, 0. Et à droite, la translation associée, c'est-à-dire 0, 0, 0, car il n'y a pas de translation. Ou dit autrement, la translation est le vecteur nul. En déplaçant le miroir à y égale 1 quart, nous voyons que la position équivalente se déplace selon B à 1 demi moins y. Dans la notation de Seitz, la partie ponctuelle est toujours M, 0, 1, 0, mais la partie translatoire est maintenant 0, 1 demi, 0. Mais comment pouvons-nous avoir une partie translatoire alors qu'une opération de symétrie miroir ne comprend pas de translation? En fait, la partie translatoire se décompose en deux parties. La première partie est celle parallèle au plan miroir, c'est-à-dire 0A plus 0C, qui indique qu'il n'y a pas de translation parallèlement au plan, et qu'il ne s'agit donc pas d'un plan de glissement, mais bien d'un plan miroir. C'est la partie intrinsèque de la translation qui apparaît dans la notation de Seitz, c'est-à-dire celle qui ne change pas avec la position de l'élément de symétrie dans la maille. La seconde partie est celle perpendiculaire au plan miroir, c'est-à-dire 1 demi de B, qui indique que le plan miroir n'est pas situé à l'origine, car on aurait alors 0B, mais en 1 quart de B. C'est la partie extrinsèque de la translation, c'est-à-dire celle qui dépend de la position de l'élément de symétrie. Notez que cette partie extrinsèque est associée pour le miroir au signe moins des coordonnées, moins y, alors que la partie intrinsèque est associée au signe plus x et plus z. Notez aussi le facteur 2 entre la translation extrinsèque, 1 demi de B, et la position de l'élément de symétrie, en 1 quart de B. C'est logique puisque les miroirs se situent au milieu des deux atomes et donc à la moyenne entre y et 1 demi moins y, c'est-à-dire à 1 demi de y plus 1 demi moins y, soit 1 quart. En déplaçant maintenant le miroir à y égale 1 demi, nous avons une position équivalente à la position générale x, y, z en x, 1 moins y, z. Nous voyons que seule la partie extrinsèque de la translation a changé, passant de 1 demi à 1, puisque le miroir est passé de y égale 1 quart à y égale 1 demi. Restons avec une vue en projection selon C et prenons maintenant un plan de glissement de type N, perpendiculaire à B et situé à y égale 0. Après l'opération miroir et les glissements parallèlement au plan miroir de 1 demi de A et 1 demi de C, nous obtenons une position équivalente située à 1 demi plus x moins y, 1 demi plus z. Dans la notation de Seitz, la partie ponctuelle de l'opération de symétrie, obtenue en supprimant la partie translatoire, est toujours un miroir perpendiculaire à B, c'est-à-dire M, 0, 1, 0. Et la partie translatoire est 1 demi, 0, 1 demi. Cette partie translatoire se décompose en une partie intrinsèque, 1 demi de A plus 1 demi de C, qui caractérise le plan de glissement de type N, et une partie extrinsèque, 0B, qui indique que le plan de glissement se situe à y égale 0. Vérifions que seule la partie extrinsèque varie lorsqu'on déplace le plan de glissement. Positionnons pour cela le plan de glissement de type N à y égale 1 demi. Nous voyons que la position équivalente est maintenant située à 1 demi plus x, 1 moins y, 1 demi plus z, et que la partie translatoire de l'opération de symétrie est 1 demi, 1, 1 demi. Effectivement, la partie intrinsèque 1 demi de A plus 1 demi de C du plan de glissement n'a pas changé,
C'est bien normal, sinon nous n'aurions plus un plan de réflexion avec glissement de type N. Et la partie extrinsèque de la translation est passée de 0 à 1 puisque le plan a été déplacé de y égale 0 à y égale 1,5. Prenons à présent un axe hélicoïdal 3, 1 selon C et passant par l'origine, et un atome en position générale x, y, z. La rototranslation génère un atome à -y, x moins y, 1 tiers plus z. Dans la notation de Seitz, la partie ponctuelle est une rotation d'ordre 3 selon C, notée 3, 0, 0, 1. Et la partie translatoire est 0, 0, 1 tiers. À nouveau, cette partie translatoire se décompose en deux parties. Une partie intrinsèque, 1 tiers de C, qui correspond à la translation parallèle à l'axe 3, qui caractérise l'axe hélicoïdal. Et une partie extrinsèque de 0A plus 0B, qui est liée à la position de l'axe 3,1 dans la maille. En positionnant l'axe hélicoïdal 3,1 à x égale 1 tiers et y égale 2 tiers, nous voyons que la partie ponctuelle n'a pas changé. Il s'agit toujours d'un axe d'ordre 3 selon C. Et que la partie intrinsèque de la translation, 1 tiers de C, n'a pas non plus changé puisqu'il s'agit toujours d'un axe hélicoïdal 3,1 selon C. Par contre, la partie extrinsèque de la translation est passée de 0A plus 0B à 1A plus 1B. Pour bien voir le lien entre les parties extrinsèques et la position de l'élément de symétrie, il est nécessaire de générer la deuxième position équivalente en -x plus y, 1 moins x, 2 tiers plus z. La position de l'axe 3,1, 1 tiers de A et 2 tiers de B, est obtenue en moyennant les trois coordonnées selon A des atomes, c'est-à-dire 1 tiers de x plus 1 moins y plus -x plus y, soit 1 tiers. Et les trois coordonnées selon B, c'est-à-dire 1 tiers de y plus 1 plus x moins y plus 1 moins x, soit 2 tiers. Nous voyons que c'est plus complexe que pour un plan miroir. Terminons par l'exemple du centre d'inversion. Reprenons pour cela une maille orthorhombique et un atome en position générale. Plaçons un centre d'inversion en 1,5, 1 quart, 1 quart. Nous générons alors une position équivalente en 1 moins x, 1,5 moins y, 1,5 moins z. Dans la notation de Seitz, la partie ponctuelle est le centre d'inversion, 1 bar, et la partie translatoire, 1, 1,5, 1,5. Cette partie translatoire est purement extrinsèque puisque l'opération inversion par rapport à un point n'est associée à aucune translation intrinsèque. En déplaçant le centre d'inversion en 0, 0, 0, nous voyons que la partie extrinsèque change pour devenir 0, 0, 0. Dans cette vidéo, nous avons vu comment analyser l'effet d'une opération de symétrie sur une position générale en décomposant, à l'aide de la notation de Seitz, cette opération de symétrie en une partie symétrie ponctuelle et une partie translation. Nous avons aussi vu que la partie translation peut elle-même être décomposée en une partie intrinsèque, liée à la nature de l'opération de symétrie, et une partie extrinsèque en relation avec la position dans la maille de l'élément de symétrie.